Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Il y a un mois tout juste, Donald Trump s'imposait par la force dans son bras de fer avec le Venezuela. Souvenez-vous, il prenait par surprise la garde rapprochée présidentielle vénézuélienne. Les forces spéciales américaines capturaient le président Nicolas Maduro et son épouse. À l'enlèvement allait suivre un transfert hautement médiatisé dans une prison de New York. Puis ces menaces proférées très vite à l'encontre des voisins latino-américains. Cuba, mais aussi la Colombie pourrait subir le même sort, prévenait Trump. Nous sommes un mois plus tard et forcé de constater que le ton s'est nettement adouci en direction de Bogota. Le président colombien va même être reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche. Que peut-il sortir de cette séquence? Que devient aussi le Venezuela depuis le départ de Maduro? On va évoquer ces questions avec vous, Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès. On va évidemment se rafraîchir la mémoire, revoir quelques images, mais avant cela, une question. Un mois, c'est peu et beaucoup à la fois. Il s'est passé quand même beaucoup de choses au Venezuela depuis la capture, l'enlèvement du couple Maduro. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place dans le pays? Oui, tout à fait. Le bilan, d'ailleurs, a été dressé par le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, secrétaire d'État, selon la terminologie locale, Marco Rubio, qui s'est exprimé devant le Sénat des États-Unis et qui a présenté le bilan de ce qui s'était passé, qui pour lui est extrêmement positif. Positif pour une raison fondamentale, c'est le contrôle, la mise sous protectorat pétrolier et économique du Venezuela. Il a détaillé un petit peu ce qu'il fallait entendre par là. Bon, il a dit voilà, actuellement on est dans une période de stabilisation qui s'est bien passée et il n'y a pas eu de troubles dans le pays, il n'y a pas eu de flux de réfugiés vénézuéliens passant la frontière de Colombie. Tout se passe bien de ce point de vue-là, donc on va pouvoir passer à la phase 2, c'est-à-dire la réorganisation de l'économie, du secteur pétrolier, et ultérieurement, sans fixer de date, on passera à une transition avec des élections. Ça, c'est le bilan américain qui est fait, et on ne peut pas attendre autre chose aujourd'hui. Pardon ? Ça, c'est le bilan américain qui est fait. Oui, c'est le bilan. On ne peut pas attendre autre chose de la part de l'administration Trump. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que pensent aussi les Vénézuéliens un mois après ce départ fracassant. Alors, le bilan fait par les États-Unis s'impose par lui-même en raison de l'asymétrie des forces. Il s'impose aux autorités en place, laissées par les États-Unis. Ça a été quelque chose qui a beaucoup surpris, que la chute du président Maduro n'ait pas été suivie de la chute du régime. Donald Trump a choisi qui toujours recommande la présidence par intérim. Voilà, et donc les autorités en place sont obligées de passer sous les fourches caudines des États-Unis, de même que l'opposition. Maria Corina Machado, qui est l'une des leaders de l'opposition, la plus médiatisée au niveau international, a bien été reçue par Donald Trump, mais il l'a reçue assez discrètement. Et Marco Rubio s'en est expliqué devant ses anciens collègues sénateurs de la Commission des Affaires étrangères en disant il faut tenir compte des réalités.
qui contrôle le pays, qui contrôle les forces armées, qui a l'autorité. Ce sont les autorités actuelles, donc Madame Delcy Rodriguez, quoi que l'on pense de cette personne. Prix Nobel de la paix qu'on aperçoit derrière vous, qui aimerait bien, figure de l'opposition, presser cette transition et passer à autre chose. Elle le presse de son côté. On va se remémorer le départ fracassant, l'enlèvement, plutôt la capture du couple Maduro. C'était donc il y a un mois, au lendemain du 1er janvier. Je vous laisse découvrir de nouveau ces images et le récit de Noémie Roche. Regardez. 3 janvier 2025, les habitants de Caracas sont réveillés en pleine nuit par des bombardements américains. Quelques heures plus tard, le président vénézuélien Nicolás Maduro est arrêté dans son palais présidentiel avec sa femme par une unité d'élite des forces américaines. Le couple est ensuite exfiltré vers les États-Unis, où il est mis en accusation pour narcoterrorisme. Baptisé Absolute Resolve, détermination absolue, cette opération était préparée depuis des mois par Washington, dans le but officiel de lutter contre le trafic de drogue. Dans sa conférence de presse quelques heures plus tard, Donald Trump ne cache pas ses intentions quant à l'avenir du Venezuela. Nous allons nous assurer que le pays est dirigé correctement. Nous allons reconstruire les infrastructures pétrolières, ce qui coûtera des milliards de dollars qui seront directement pris en charge par les compagnies pétrolières. Et nous allons faire en sorte que le pétrole circule comme il se doit. Au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodriguez dénonce un coup d'État. Le seul président légitime du Venezuela est le président Nicolás Maduro. La chef de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, appelle alors Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition lors de la présidentielle de 2024, à assurer la présidence. Mais en vertu de la constitution vénézuélienne, c'est Delcy Rodriguez qui est investie présidente par intérim et adoubée par Washington, non sans pression. Elle a eu une longue conversation avec Marco. Il lui a dit « Nous ferons tout ce dont vous aurez besoin ». Je la trouve plutôt courtoise, mais elle n'a pas vraiment le choix. Résultat, la présidente par intérim met rapidement en œuvre les changements exigés par Donald Trump. Ouverture pétrolière, amnistie générale ou encore rapprochement avec Washington. Dans le même temps, la présidente maintient une rhétorique chaviste dans le pays où des marches de soutien à Nicolás Maduro sont organisées régulièrement et où les habitants continuent de critiquer le gouvernement à voix basse. Une stabilité sous tutelle en quelque sorte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti, Delcy Rodriguez pourrait connaître le même sort que Nicolás Maduro si elle s'écartait de la ligne tracée par Donald Trump. Voilà, la transition, c'est évidemment la première chose qu'on a envie de commenter depuis ces changements opérés. Sur le papier, effectivement, Delcy Rodriguez qui dirige par intérim le gouvernement de Maduro, même si elle a quand même effectué quelques changements de poste conséquents, non ? Bon, le paradoxe, c'est que effectivement, il y a une équipe qui reste en place. Delcy Rodriguez et tous les ministres qui sont autour d'elle étaient des collaborateurs proches du président Maduro. Le paradoxe, c'est que le fondement du régime vénézuélien, tel qu'il a été conçu par Hugo Chavez, c'est la souveraineté pétrolière. Cette souveraineté pétrolière a disparu. Donc une forme de légitimité idéologique, y compris pour les partisans de Delcy Rodriguez, a disparu. Donc ce qui reste, c'est que cette structure de pouvoir offre un certain nombre d'avantages matériels, le maintien au pouvoir, et donc ils ont accepté de vivre en protectorat sous réserve de pouvoir maintenir leur autorité sur l'ensemble du pays. Y compris, et c'est assez étonnant, les puissants ministres de l'Intérieur et de la Défense qu'on connaît si bien sous le régime Maduro. Tout le système est en place, l'armée, la police, avec
peu de concessions. Il y en a une quand même qui a été accordée la semaine dernière et qui est quand même importante. C'est une loi d'amnistie. Donc tous les prisonniers politiques détenus par le régime vont être libérés. Un certain nombre l'avaient été depuis le début du mois de janvier, avec des contestations sur les chiffres entre les autorités et l'opposition. Et le bâtiment symbole où étaient enfermées ces personnes va être transformé en une sorte de lieu d'activité sociale. Au-delà, c'est l'inconnu. Donc, avec un gouvernement et un régime qui n'a plus de légitimité idéologique et une opposition qui n'est pas reconnue par Donald Trump. Donc, on est dans une situation qui répond tout à fait à ce que souhaitent les États-Unis, ce que souhaitent montrer. C'est ce que je voulais vous demander, c'est aux Américains que ça profite de cette situation. C'est plus facile de laisser en place finalement ce régime en le dirigeant à distance. C'est, disons, ce qui répond aux intérêts des États-Unis. Qu'est-ce qui est important au Venezuela pour les États-Unis? Est-ce que, comme à l'époque de Biden, c'est le rétablissement, le changement de régime, la démocratie, ou est-ce que c'est le pétrole? Bon, Donald Trump a répondu le pétrole. L'une de ses principales critiques à ses prédécesseurs, républicains ou démocrates, c'est de dire vous avez dépensé beaucoup d'argent en Irak et finalement le pétrole nous échappe. Là, au Venezuela, avec un investissement minimal, il avait bien insisté d'ailleurs le 3 janvier, il n'y a pas eu un seul mort nord-américains. Il y en a eu plus de 80 Cubains et Vénézuéliens. Nous avons récupéré le contrôle du pétrole vénézuélien. Je ne sais pas si vous vous rappelez la photo qui était assez spectaculaire dans un salon de la Maison-Blanche, Donald Trump invitant toutes les représentants des grandes majors pétrolières nord-américaines et quelques Européens pour leur dire maintenant ça y est, j'ai fait le boulot, à vous d'agir pour remettre la machine pétrolière en marche. Donc il ne cache pas quels sont ses objectifs, ses ambitions. C'est pas du tout le rétablissement de la démocratie. D'ailleurs, si vous voyez l'acte d'accusation contre Nicolás Maduro, on ne lui reproche pas d'avoir violé les libertés, on lui reproche pas d'avoir violé les droits de l'homme, on lui attribue une accusation assez fantaisiste de chef d'un cartel de narcotrafiquants. Trump, concrètement, aujourd'hui, a déjà pris le contrôle d'une partie des ventes de pétrole du Venezuela? Alors, le pétrole a déjà rapporté 500 millions de dollars, contrôlé par les États-Unis et versé provisoirement à travers d'un fonds au Qatar. 300 millions seront reversés sous supervision de Marco Rubio, donc des États-Unis, au gouvernement vénézuélien pour payer les fonctionnaires et assurer le fonctionnement de l'État. 200 millions restent bloqués pour l'instant au Qatar et d'après ce qu'a dit Marco Rubio au Sénat, ces fonds ultérieurement seront gérés à partir d'une banque, d'un compte bancaire aux États-Unis. Donc on est face à une situation inattendue au départ, mais qui a une valeur démonstrative. Ce qui se passe en Iran est aussi une façon de dire aux Iraniens, regardez ce qu'on a fait au Venezuela. Voyez comment on a pu le faire, comment on a pu extraire un chef d'État étranger, soi-disant protégé par toute une série de lignes de défense physique ou matérielle, et la situation dans laquelle se trouve le Venezuela aujourd'hui. Donc attention, Donald Trump a ainsi démontré ce dont il était capable, et que ces menaces peuvent être suivies des faits. Donc ce qui s'est passé au Venezuela ne concerne pas simplement le Venezuela, mais une valeur de démonstration à l'égard du monde extérieur. Vous voyez la portée sur la scène internationale, on pourrait parler aussi d'autres pays, le Groenland, tous ceux à qui Trump, dans la foulée, s'est attaqué. Ça peut se passer aussi facilement que ça dans la durée, parce qu'on n'est qu'un mois finalement après l'enlèvement de Maduro, dans le temps. Le peuple vénézuélien, est-ce que ça c'est difficile. Vous parliez tout à l'heure de pas de révolte, pas de soulèvement. Mais y a tout le monde est resté quand même assez sonné aussi par ce qui s'est passé. Il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas d'élections qui permettent de juger l'état de l'opinion vénézuélienne. On a l'impression, au vu des images des rues de Caracas, qu'il y a une espèce de sidération.
Il y a également une fatigue. Bon, la population a du mal à joindre les deux bouts, à se nourrir. Il y a une inflation importante. Elle a subi plusieurs contre-coup des mobilisations de 2014, de 2019, qui se sont mal terminées à l'époque. Et après le 3 janvier, ce qu'on a vu, c'est que les seuls regroupements de population, c'était devant les supermarchés, des queues pour faire des réserves alimentaires au cas où la situation viendrait à se dégrader. Alors il y a eu effectivement une petite mobilisation devant les centres de détention avec les familles, mais qui a été... des amnisties notamment, parce que Madame Rodriguez a annoncé une amnistie générale qui est censée être adoptée à l'Assemblée cette semaine. Oui, manifestement, elle a désamorcé la bombe potentielle des familles qui auraient pu créer un abcès de fixation. Et manifestement, les détenteurs du régime actuel ne souhaitent pas faire de vagues. Donc, amnistie, on libère les prisonniers et par la même occasion, il n'y a plus de manifestations devant les prisons. Vous nous parlez tout à l'heure de cette situation au Venezuela qui pourrait faire écho dans d'autres pays. Très vite, Donald Trump s'en est pris aux voisins cubains, colombiens. On va parler de Gustavo Petro. Forcément, il va être reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche. Déjà, le fait qu'il soit reçu dans le bureau ovale, ça c'est quand même assez inattendu. En un mois, ça fait partie des grands changements amorcés. Ce changement de ton assez soudain après un simple coup de fil comme ça avec le président colombien, vous y seriez attendu, vous ? Alors c'est vrai que le ton était monté, ça fait plusieurs mois. Enfin, rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu les premières expulsions de résidents légaux ou illégaux latino-américains vers leur pays d'origine dans des vols nolisés, la Colombie avait été le pays qui, le premier, avait dit non. Et on va prendre des sanctions. Et Trump avait dit, si vous prenez des sanctions, moi aussi, et le ton était monté entre les deux pays. Et ça avait rebondi à plusieurs reprises, dont les contacts n'avaient pas été faciles. Et donc, la réponse de Trump avait été la même que celle à l'égard du Venezuela. Le président colombien est le chef d'un cartel de narcotrafiquants. Et il y a un certain nombre de bateaux qui ont été présentés comme étant des bateaux transportant de la drogue vers les États-Unis en partant des côtes du Venezuela, mais aussi de Colombie. C'est passé un petit peu inaperçu parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a eu quand même des bateaux partant des côtes, notamment du Pacifique colombien, qui ont été coulés par des avions ou des bateaux des États-Unis. Mais toute la rhétorique utilisée pour Nicolas Maduro, là, le morceau était peut-être un peu plus gros à faire avaler pour le président colombien. Ce ne sont pas du tout les mêmes profils, pas du tout les mêmes régimes. Et on a bien vu que Trump, finalement, s'est assez vite ravisé. On va peut-être regarder quelques images tout de suite, justement, qui introduisent cette séquence qui aura lieu donc en fin d'après-midi à la Maison-Blanche, qui nous rappelle aussi les tensions vives il y a quelques semaines entre Bogota et Washington. Puis soudain, ce ton qui s'est adouci. Le résumé est signé tout de suite, Lou Kissila. Voir atterrir l'avion présidentiel colombien à Washington était impensable il y a encore quelques semaines. Gustavo Petro est pourtant bien l'invité de Donald Trump ce mardi. Sur le tarmac avant son départ, il se montrait optimiste. Nous avons de nombreuses raisons de conclure un pacte à vie dans toutes les Amériques, et espérons-le dans le monde entier et en Colombie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avec quelles nouvelles espérez-vous revenir de ce voyage ? Avec de bonnes nouvelles, on verra bien. Changement de ton après plus d'un an de relations pour le moins houleuses. Donald Trump a accusé Gustavo Petro d'être un baron de la drogue et avait même évoqué la possibilité d'une intervention militaire en Colombie. La Colombie est une machine à fabriquer de la drogue et nous ne voulons pas y participer. La Colombie est hors de contrôle et elle a maintenant le pire président qu'elle ait jamais eu. C'est un fou qui a beaucoup de problèmes, des problèmes mentaux. Dans le cadre de sa guerre contre la drogue, l'armée américaine a frappé 2 embarcations colombiennes accusées sans preuve de transporter de la cocaïne. Gustavo Petro a qualifié de meurtre la mort des 3 personnes à bord. Trump ne se contente pas d'envoyer des missiles sur les jeunes des Caraïbes. Il ne se contente pas d'emprisonner et d'enchaîner les migrants, mais il autorise également les frappes sur les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes âgées de Gaza. Il se rend complice d'un génocide.
Fin septembre, le président colombien n'avait plus le droit de poser le pied sur le sol américain après avoir pris part à une marche pour Gaza à New York. Mais c'est le mois dernier que culmine la crise lors de la capture de Nicolás Maduro. Gustavo Petro compare alors le bombardement de Caracas à celui de Guernica lors de la guerre civile espagnole en 1937. Les tensions sont retombées seulement la semaine dernière après un appel téléphonique que Donald Trump a qualifié de grand honneur. Bon, tous les regards vont être braqués forcément vers la Maison-Blanche cet après-midi. On sait ce qu'ils se sont dit comme ça pendant cette conversation téléphonique qui aura duré 1 heure. On s'en souvient, Petro qui était monté sur scène à Bogota, qui était censé haranguer la foule et prononcer un discours très offensif en direction de Washington, avait complètement réécrit son discours et même improvisé devant la foule. Bon, la situation intérieure colombienne n'a pas grand-chose à voir avec celle du Venezuela. Il y a des élections en Colombie qui se passent bien dans le passé. Il n'y a aucune raison que les prochaines, effectivement, les législatives de mars et les présidentielles de la fin mai se passent dans de mauvaises conditions. Et donc, le président colombien a également besoin de transmettre ses pouvoirs à son successeur, et si possible un successeur qui lui soit ami. De gauche, donc. Son candidat s'appelle Ivan Cepeda, il est premier dans les sondages, donc d'essayer d'éviter d'avoir un contexte émotionnel très fort dans le contexte de la campagne électorale. Il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis, à la différence d'autres pays d'Amérique latine, sont les premiers partenaires commerciaux de la Colombie. Donc il y a quelque part, de la part du président colombien, un geste, une prédisposition à essayer de baisser d'un cran le ton des relations entre les deux pays, et de la part du président Trump, ça fait partie de sa méthode de joueur de poker. On monte le ton au maximum, puis on tire la corde, et au moment de la rompre, on prend contact, y compris avec des gens les plus improbables. Et rappelez-vous, parfois ils rompt la corde, c'est ce qui s'était passé à Caracas, et ça certains ne l'ont pas oublié aussi en Colombie. Vous parlez du poulain de Gustavo Petro, qui est aujourd'hui le favori dans les sondages à cette présidentielle. Oui, il attend beaucoup de la séquence de cet après-midi, savoir comment se positionner, parce que lui aujourd'hui il accuse les États-Unis de vouloir s'immiscer dans la présidentielle. Alors le candidat de Gustavo Petro est effectivement va probablement arriver le premier au soir du premier tour. Le deuxième tour sera beaucoup plus compliqué. C'est pas très bien comment va réagir Donald Trump dans ce cas de figure. Dans les élections précédentes en Amérique latine, il est intervenu en Argentine directement en faveur de son candidat préféré, et également au Honduras. En revanche, il n'est pas intervenu au Chili, et il n'est pas intervenu avant-hier, au Costa Rica, où ont été élus dans les deux cas des candidats qui lui sont favorables, mais qui étaient portés par les sondages. Là, le constat qu'on peut faire en Colombie, c'est que la situation, les élections sont ouvertes, donc il ne faut pas exclure éventuellement qu'il y ait des gestes favorables aux candidats opposés à la ligne politique de Gustavo Petro. Donc, tous les deux sont en position d'attente dans un contexte que, je répète, qui n'est pas celui du Venezuela où il n'y a pas d'élection. Sauf qu'on sent quand même qu'il y a une volonté d'infléchir un peu sa position côté colombien. Vous parlez tout à l'heure de ces vols chargés de migrants sans papier expulsés par les Américains qui avaient été suspendus par la Colombie. Oui. Bogota a fait un geste de bonne volonté en annonçant soudainement vendredi la reprise de ces vols d'expulsion. C'est le signe de quoi? Oui, et la coopération en matière de lutte. Trump aujourd'hui et coopération en matière de lutte contre les stupéfiants, qui est l'argument majeur qui a été utilisé contre Maduro et contre Gustavo Petro, avec tout ce qu'il peut y avoir dans la tête de Petro. Mon voisin Maduro a été accusé d'être un narcotrafiquant et il a été enlevé. Donc il y a probablement dans la tête de Gustavo Petro ce scénario-là, bien que
bien que la Colombie soit en période électorale, ce qui était tout à fait exclu au Venezuela. Il y a quelque chose d'ailleurs assez intéressant qui a été dit au sénateur des États-Unis par Marco Rubio. Il a dit ça fait plusieurs mois qu'on parlait avec Maduro en lui demandant de partir et il a refusé. Et il a refusé, ce qui veut dire que comme il n'y a pas d'élection transparente et libre, Maduro était là ad vitam aeternam, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que souhaitaient les États-Unis. Là, dans le cas de la Colombie, il y a des élections, ce qui introduit un élément différentiel assez important. Avec une échéance qui effectivement arrive en plus assez vite. Pour en revenir à ce rendez-vous de tout à l'heure à la Maison-Blanche, qu'on va vous faire vivre évidemment en direct sur nos antennes, Trump a dit hier on va avoir une bonne réunion tous les deux. Bon, il est beaucoup plus conciliant, il le trouve beaucoup plus gentil, Petro, depuis quelques semaines, depuis qu'il a enlevé Nicolas Maduro. Je reprends cet homme. Les deux hommes, ils partagent quelques points communs, notamment leur caractère assez imprévisible, à l'un comme à l'autre. Ça pourrait mal se passer tout à l'heure, entre eux, ou c'est complètement exclu vu la situation politique et vu ce qui s'est passé au Venezuela? Oui, ça pourrait effectivement mal se passer, mais c'est peu probable, parce que ce sont souvent des colères calculées, avec certains objectifs, des discours dirigés soit à leur opinion intérieure, soit à l'opinion internationale. Donc là, si tous les deux ont accepté de se voir, c'est pas pour s'invectiver devant les caméras de télévision, c'est manifestement pour donner une impression que un dialogue est ouvert, et on peut imaginer qu'il sera ouvert sur ce point qui fait l'objet officiellement des critiques des États-Unis, de Donald Trump, le trafic de stupéfiants et la coopération de la Colombie à la lutte contre ce trafic. Au mois de septembre, la Colombie a été déqualifiée. Le gouvernement des États-Unis a considéré que la Colombie ne coopérait plus comme elle le devrait avec les États-Unis, et donc elle n'était plus qualifiée pour bénéficier d'informations et d'un travail commun avec les services compétents des États-Unis. Donc on est dans un contexte sur ce point-là sur lequel Trump est assez cohérent et exerce des pressions assez fortes sur la Colombie. Donc, il est probable que le président colombien va lui parler de la coopération, de la bonne disposition des forces de l'ordre colombiennes et de lutte contre les stupéfiants. Des bons résultats qui devraient être présentés par les responsables colombiens. Je crois qu'ils viennent avec quelques bons chiffres. Merci beaucoup, Jean-Jacques Orlianski. C'est déjà la fin de l'info du jour. Alter Radio, l'idée vraie. Alter Radio, notre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. L'autre idée de la radio.